Il est actuellement minuit à Nouméa et à 17 000 km de Paris, la République vacille. La Nouvelle-Calédonie s'embrase et renoue avec une histoire douloureuse de tensions et de violences que je condamne. 3 personnes ont été tuées lors de la dernière nuit d'affrontement. C'est dramatique. Mes pensées vont aux familles endeuillées. Je veux aussi apporter tout mon soutien aux sapeurs-pompiers et aux forces de l'ordre déployées sur le terrain qui ont à déplorer plus d'une centaine de blessés, dont, nous le savons, un gendarme entre la vie et la mort. L'ordre républicain doit être rétabli en Nouvelle-Calédonie, dans les rues autant que dans les esprits. Pour cela, il faut naturellement une réponse sécuritaire. Mais il faut aussi construire de justes équilibres pour parvenir à une désescalade de la crise. Le temps long est la condition d'un débat serein sur l'archipel plus que nulle part ailleurs. Nous vous avons alerté en vain à maintes reprises. Le 7 mai encore, avec mon collègue Boris Vallaud, nous avons soumis nos propositions au président de la République. Pour sortir de cette crise, il faut renouer avec la lucidité, l'humilité, l'impartialité qui prévalaient depuis 1988. Il faut créer immédiatement une mission de dialogue entre tous les partenaires calédoniens et l'État. Il faut annoncer que le Congrès ne sera pas convoqué. Il faut aboutir, sans ultimatum dans le temps, à un accord global tripartite dont vous devez être, monsieur le Premier ministre, le garant. Vos appels au calme ont été totalement improductifs, car ce dossier ne devait pas quitter le bureau historique du Premier ministre. En conséquence, allez-vous interrompre le processus constitutionnel? Allez-vous enfin vous engager personnellement? Allez-vous vous rendre en Nouvelle-Calédonie? Monsieur le Premier ministre, cette crise se passe sur fond de crise économique, de crise sociale, de crise institutionnelle, d'influence étrangère, nous le savons, et vous avez délibérément décidé de tourner le dos à une méthode éprouvée depuis 1988 par Michel Rocard et ensuite par Lionel Jospin. C'est la première fois depuis 1988 que vous décidez unilatéralement d'engager un processus constitutionnel avant d'avoir trouvé sur le plan local un accord. C'est la première fois. Monsieur le Premier ministre, et je conclurai là-dessus, Monsieur le Président, votre rôle, c'est de prévenir les crises, ce n'est pas d'éteindre les incendies. Le drame qui s'est produit hier dans l'Eure a profondément ému la représentation nationale. Je veux exprimer au nom de mon groupe nos sincères condoléances aux familles, aux proches des agents blessés ou sauvagement assassinés. Avec toute la prudence qui convient, il est difficile de ne pas relier ces faits au constat que notre commission d'enquête sur le narcotrafic a formulé hier. Avec ce rapport, le Sénat appelle à un nécessaire sursaut pour sortir du piège du narcotrafic. Mais, monsieur le ministre, vous réitérez ce matin votre volonté d'attaquer le fléau par le bas. Nous pensons au contraire qu'il faut frapper les réseaux au portefeuille et à la tête. Monsieur le ministre, allez-vous répondre à l'appel unanime du Sénat? Monsieur le ministre, il y a un écart important entre ce discours que vous tenez devant nous et les actes du gouvernement. Vous dites que la drogue est la plus grande menace sécuritaire que notre pays et que le monde vont connaître. Nous partageons cet avis, mais nous estimons que nous ne sommes pas au niveau de la menace. Sur le terrorisme, nous sommes en ordre de bataille. Sur le narcotrafic, nous sommes en ordre dispersé. Corruption, outre-mer, blanchiment, sécurité des ports, prison, procédure pénale, coopération internationale, magistrats et policiers en demande de moyens. Tous les chantiers sont ouverts. Le Sénat vous fait des propositions. Nous avons l'idée d'un parquet national anti-stupéfiants. Nous avons l'idée d'un corollaire du côté répressif avec une DEA à la française. Nous vous proposons une vision globale, une stratégie et surtout des moyens et un pilotage dédié, des services qui se parlent dans le renseignement, dans la sécurité, dans la justice. Ces propositions, elles sont sur la table. Il est temps que le gouvernement s'en saisisse. Monsieur le ministre, quel message le gouvernement et le président de la République souhaitaient adresser aux Français et au monde en envoyant l'ambassadeur de France à l'investiture de Vladimir Poutine? Monsieur le ministre, la diplomatie, nous la défendons et nous défendons les diplomates. Je dois vous rappeler que c'est vous qui avez fait une réforme qui a été décriée par la diplomatie. C'est nous qui l'avons défendue au Parlement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous n'avez pas pu répondre à la question, qui n'est pas une remise en question, encore une fois, de notre diplomatie et nos diplomates qui font un travail admirable. Pour autant, c'est vous qui n'avez pas protégé le diplomate en question, l'un de notre ambassadeur. Il a été convoqué à 3 reprises depuis le début de l'année 2024 et encore la veille du 9 mai.
Et vous lui avez demandé d'en retourner le lendemain pour participer à cette investiture. Vous citez la France en exemple. Nous avons voté tout cela, mais vous oubliez de rappeler qu'aucun pays de l'Union européenne, sauf la Hongrie, la Slovaquie, vous imaginez là avec qui nous étions, était présent le 9 mai. Ni l'Allemagne, ni aucun autre pays, les Britanniques non plus, ni les États-Unis, ni aucun pays de G7. Nous sommes les seuls à être présents ce jour-là. Et vous avez rappelé effectivement que le gouvernement avait condamné les conditions d'élection du président, notamment le 15 mars, quand le président de la République revenait de la réunion du triangle de Weimar avec les Allemands et avec les Polonais. Il a indiqué qu'il ne pouvait pas saluer cette élection, au regard du critère, effectivement, d'un pays qui emprisonnait ses opposants, qui parfois les tuait, qui menait une guerre. Et moins d'un mois après, il envoie, le président le même, envoie son ambassadeur à Moscou. C'est ça la faute qui vous est reprochée. C'est une faute, parce que votre message, c'est de dire finalement aux Ukrainiens et aux autres que la France a un double discours. En tout cas, qu'elle n'est pas claire. Et ce n'est pas de l'ambiguïté stratégique comme sur le fait d'envoyer des troupes au sol. Là, vous abaissez la parole de la France. Vous abaissez sa parole. Vous abaissez notre capacité à intervenir dans ce débat-là. C'est une faute, monsieur le ministre. Une faute, une triple faute, à la fois une faute diplomatique, politique et morale. Voilà où vous en êtes réduit.